Ce soir au téléjournal, Ahmed Ressam est inculpé. Le président Clinton en appelle au calme et à la vigilance. La justice l'emporte sur la loi du silence. 2 policiers de la SQ coupables. Qui est ce nouveau juge qui va faire son entrée à la Cour suprême? Et au point, la chute d'un dictateur, l'agonie d'un pays, la Roumanie 10 ans après Ceausescu. Le téléjournal avec Stéphane Bureau. Bonsoir. La chasse aux présumés terroristes est ouverte à la grandeur des États-Unis. Mais pour l'instant, cette menace ne prend qu'un seul visage, celui de Ahmed Ressam, qui a été inculpé aujourd'hui à Seattle. Le président Clinton admet que l'état d'alerte est passé à un niveau supérieur et il invite les Américains à fêter le Nouvel An dans le calme et la vigilance. Dominique Poirier. Ahmed Ressam a fait son entrée à l'aube en cour fédérale. Une comparution sous haute surveillance pour l'Algérien de Montréal, arrêté la semaine dernière à la frontière américaine avec du matériel servant à fabriquer des bombes. Ressam a été accusé d'avoir fait de fausses déclarations aux douaniers, de contrebande de nitroglycérine, de transport d'explosifs et de possession d'armes à feu illégales, en référence à des minuteries utilisées pour des bombes. Mais il n'est pas accusé de complot terroriste. L'arrestation de Ressam et surtout le démantèlement d'un réseau islamiste en Jordanie font craindre le pire aux États-Unis. À l'approche des festivités de l'an 2000, le président Clinton a demandé aux Américains d'être vigilants. N'annulez pas vos célébrations ni vos vacances, a-t-il dit, mais prenez conscience de la situation et signalez tout ce qui vous apparaît suspect. Dans les aéroports américains, on a resserré les mesures de sécurité. Des chiens renifleurs cherchent les explosifs. Au Canada aussi, on se fait plus attentif. On va procéder à un questionnement plus en profondeur des voyageurs qui se présentent chez nous et on va leur demander de nous présenter beaucoup plus de papiers. À la colle, la surveillance est surtout du côté américain. L'inspection plus minutieuse des camions a provoqué tout un embouteillage. We do not have any specific information about particular targets. À Washington, le procureur général adjoint des États-Unis dit ignorer si des villes en particulier ont été ciblées. Officiellement, Ahmed Ressam reste le seul aux États-Unis à avoir été interpellé dans cette grande mobilisation antiterroriste. La Montréalaise et l'Algérien arrêtés dimanche au Vermont n'ont encore été reliés à aucun complot. Dominique Poirier, Radio-Canada, Montréal. Et même si le Canada a refusé la demande de réfugiés d'Ahmed Ressam, il a quand même pu se procurer un authentique passeport canadien sous une fausse identité. Rien de plus simple pour faire bonne figure devant les douaniers. Le ministère des Affaires extérieures examine le problème depuis des années. Christine Saint-Pierre. Chaque année, le Canada émet 1 200 000 passeports. Le cas du ressortissant algérien Ahmed Ressam, qui a obtenu un passeport sous une fausse identité avec une facilité déconcertante, a de quoi faire sourciller. Au ministère des Affaires extérieures à Ottawa, on confie que le Bureau des passeports se penche sur ce problème depuis plusieurs années. Ce n'est pas un réveil, c'est un rappel que les failles que nous connaissons depuis des années peuvent être éventuellement colmatées. C'est la facilité d'obtenir les documents à l'appui d'une demande de passeport qui est la source du problème. Par exemple, au Québec, obtenir un certificat de naissance est un jeu d'enfant. Par l'Internet, on n'a qu'à remplir un formulaire, nom, prénom, date de naissance. Si on ne connaît pas une réponse, par exemple la paroisse où on a été baptisé, on n'a qu'à inscrire des X. Numéro de carte de crédit et le tour est joué. Une dizaine de jours plus tard, le certificat est envoyé par la poste. Nous émettons des documents qui sont le reflet des informations que nous détenons. Point. Nous établissons l'identité. Quel usage on en fait, on n'en a pas le contrôle. Le passeport canadien est attrayant pour les groupes qui s'adonnent à des activités clandestines. La réputation du Canada fait en sorte que les douaniers ont moins de vigilance. 99% du temps, on présente le passeport canadien, personne même ira le mettre sous la lumière ultraviolette. Pour resserrer encore plus les mailles du filet, des changements majeurs, nous dit-on, sont prévus au cours de la prochaine année dans l'émission des passeports. Il en va de la réputation du Canada qui, de plus en plus, est perçue comme une passoire. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, Ottawa.
Plus tard au téléjournal, dans les ruines de Grozny, la résistance tchétchène attend l'assaut final. Un exemple éloquent de cette loi du silence que la police veut briser le ministre Serge Ménard. À Granby, 2 policiers de la Sûreté du Québec se sont trouvés coupables d'entrave à la justice. Un autre est acquitté. Ils étaient accusés d'avoir manœuvré pour que la fille de l'un d'entre eux échappe à des accusations de conduite avec facultés affaiblies. René Cochot. L'agent Marcel Brodeur est reconnu coupable d'usage d'un faux rapport d'alcotest. L'agent Pierre-Yves de Ragon est jugé coupable de fabrication et d'usage d'un faux document. Le jury a aussi reconnu la culpabilité des 2 policiers relativement au chef d'entrave à la justice en agissant de façon susceptible d'altérer la preuve recueillie par la Couronne contre Sophie Brodeur, la fille de l'agent Marcel Brodeur. Le 3e accusé dans cette affaire, l'agent Pierre Boileau, a été acquitté. Satisfaite. La Couronne se réjouit du verdict, même si les 12 jurés ont rejeté le premier chef d'accusation d'entrave à la justice en cherchant à influencer le policier Jean-François Cloutier afin de mettre Sophie Brodeur à l'abri d'accusations de conduite avec facultés affaiblies. 90 % de la version de Cloutier était corroborée. Il y a 10 % qui ne l'était pas, qui se retrouvent beaucoup plus liés au premier chef qu'au suivant. C'est ce que je vous explique. Et il semble que les parties pas corroborées aient suffi pour susciter un doute. L'histoire remonte au 31 décembre 1996. Sophie Brodeur, la fille de Marcel Brodeur, est impliquée dans un accident de la route. Les agents Cloutier et de Ragon en fonction ont alors des divergences de vue. Jean-François Cloutier croit la jeune femme ivre et la soumet à un alcotest. Pierre-Yves de Ragon s'y oppose car il estime que la jeune femme est victime d'une commotion cérébrale. Il se dissocie alors entièrement de son collègue, mais Sophie Brodeur a échoué l'alcotest. Les avocats des agents Marcel Brodeur et Pierre-Yves de Ragon pourraient porter le verdict en appel. Vous pouvez être assuré que nous analyserons dans les plus brefs délais cette possibilité-là. Soyez assurés de ça. Les représentations sur sentence auront lieu le 27 janvier. Les agents d'Oragon et Brodeur sont passibles d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. René Cochot, à Sherbrooke. À la Cour suprême, le poste laissé vacant par le juge Antonio Lamer sera comblé par le juge Louis Lebel de la Cour d'appel du Québec. Dans quelle mesure cette nomination peut-elle modifier l'équilibre du plus haut tribunal au pays? José Thibault nous présente le juge Lebel à la lumière des décisions qu'il a rendues. Âgé de 60 ans et siégeant depuis 15 ans à la Cour d'appel du Québec, le nouveau juge de la Cour suprême du Canada est peut-être un inconnu pour le grand public, mais dans les milieux juridiques et politiques, c'est tout le contraire. En politique, il avait participé au début des années 80 à la rédaction du livre belge de Claude Ryan, un document qui proposait d'importants changements constitutionnels au pays. Quant à ses jugements, plusieurs ont marqué le paysage juridique. Parmi eux, l'affaire Chantal Daigle, où il avait favorisé le droit du fœtus, dit non à l'avortement, une décision cassée par la Cour suprême. Il était dissident de ses collègues de la Cour d'appel qui ont refusé à l'ex-journaliste Benoît Proulx, acquitté de meurtre, une indemnisation pour les procédures abusives dont il a été l'objet. Il était aussi du banc qui a recommandé la destitution du juge Richard Therrien qui avait caché son passé de sympathisant felkiste. Mais cela, justement, c'est le passé. Le nouveau magistrat du plus haut tribunal du pays est très conscient du rôle qui l'attend. Faire du droit, c'est pas simplement répéter le passé. C'est adapter le droit à des situations, à des conséquences nouvelles. Ce juriste respecté, spécialiste du droit du travail et des causes civiles, avoue que l'impact des décisions judiciaires sur la vie des gens le préoccupe au premier chef. La décision que nous pouvons rendre peut faire dévier complètement une vie, briser des liens, défaire des existences. Selon sa collègue, la Cour suprême avait besoin d'un expert en droit civil. Il est très conscient des différentes cultures juridiques au Canada et très conscient aussi du rôle de la Cour suprême dans l'orientation du droit. Avec la nomination de Louis Lebel, les juges francophones demeurent majoritaires à la Cour suprême. Ils sont 5 sur 9, dont les 3 provenant du Québec. José Thibault, Radio-Canada, Ottawa. On vous les montrait hier soir, heureux de revenir au Canada, ces 7 otages retenus pendant 3 mois en Équateur. Aujourd'hui, après avoir profité quelques heures du bonheur des retrouvailles, ils ont parlé de leur longue captivité. Denis Martin-Chabot était là. Ces 7 hommes sont allés en enfer et en sont revenus. Et tout à coup, Edmonton a pour eux des allures de paradis. In the greatest city in the best province in the best country in the world.
Ces hommes ont été retenus en otage pendant 100 jours à la pointe du fusil, sans vraiment savoir pourquoi ni par qui. Isolés dans la jungle équatorienne, ils ont tenu le coup en se liant d'amitié